L'invité de Smart Impact, c'est Edwige Ray. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable RSE et développement durable chez Forvis Mazars en France, agence d'audit, de fiscalité, de conseil qui publie chaque année, entre autres, c'est pas votre seule activité, un baromètre annuel de la RSE qui analyse d'une certaine façon les rapports extra-financiers de plus de 250 entreprises européennes, c'est ça, et 119 françaises, si j'ai bien préparé l'émission. Exactement. C'est ça. Alors, c'est la première année qu'on regarde les entreprises qui ne sont pas françaises dans le baromètre, puisque historiquement, le baromètre avait vocation de comparer les entreprises CAC 40 et SBF 120 entre elles. Et c'est vrai que cette année, on a dû élargir, parce qu'on n'a pas forcément trouvé l'information qu'on voulait au niveau des rapports des entreprises françaises. Ah, ça, c'est intéressant, avec une sorte de frilosité. En tout cas, vous essayerez de nous expliquer pourquoi. Ce rapport, il est intéressant parce que c'est le dernier avant l'entrée en vigueur de la directive européenne sur le reporting extra-financier. Vous l'avez ressenti, ça, dans les discussions ? Alors, on pensait trouver un certain nombre de choses, parce qu'on sait que les entreprises qui doivent publier là à la fin de l'année, les entreprises cotées normalement doivent publier leur premier rapport de durabilité. Donc on s'attendait, parce qu'on les connaît, on sait qu'elles aiment bien anticiper les sujets, on s'attendait à trouver un rapport qui avait commencé à faire une migration vers le rapport de durabilité. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit cette année, la DPEF c'est fini, on va regarder ce qu'elles font et on va partager des bonnes pratiques avec l'ensemble des entreprises. Donc c'est vraiment l'angle qu'on a choisi. Parce que c'est l'objectif du rapport aussi. C'est l'objectif du rapport. Alors avant, avec la DPEF, il n'y avait pas de normalisation. Chacun publiait ses propres indicateurs, ses stratégies. Donc c'était intéressant de comparer la maturité. Là, l'angle, il change. On va avoir une norme. Les ESRS qui vont s'imposer aux entreprises. Donc forcément, on s'est dit, on va regarder comment elles présentent les sujets. Et là, on aura un benchmark. On va pouvoir comparer avec à peu près les mêmes données pour tout le monde. Exactement. Et en plus, on est quand même, il faut se dire, c'est les best in class. Les entreprises cotées, elles ont des directions développement durable. Elles communiquent beaucoup sur ce sujet-là. Donc c'était intéressant de regarder cette anticipation. L'ancien monde est passé, on regarde le nouveau monde et on voit ce que ça va donner pour l'année prochaine. Ça, c'était ce que vous imaginiez. Oui. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. C'était l'hypothèse initiale. Et en fait, quand on a commencé à regarder les rapports et à chercher un certain nombre d'informations, les analyses de double matérialité, la structuration du rapport, les plans de transition, on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas tant d'entreprises françaises qui avaient anticipé l'exercice. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas sur le sujet. Là, on regarde de la publication. Mais factuellement, quand on lisait les rapports, on est un peu resté sur notre faim. Donc on s'est dit, pour une fois, on va aller regarder un peu ce que font les autres sociétés cotées. Alors en Allemagne, en Espagne, en Italie, on a pioché quand même au niveau des grands groupes pour avoir un peu plus d'informations. Ouais. Et alors justement, on va se concentrer plus tard sur les entreprises françaises, mais ces entreprises étrangères que vous n'aviez pas l'habitude de sonder d'une certaine façon pour ce rapport RSE, alors évidemment, la réponse, elle ne peut pas être monolithique, mais certaines sont plus avancées. Qu'est-ce qui vous a surpris finalement dans cette nouvelle matière, entre guillemets ? Alors, en fait, ce qu'on a trouvé sur les entreprises européennes qui ont publié l'équivalent d'un rapport de durabilité, alors je ne dirais pas que la France est en retard. Déjà, c'est un premier élément. Proportionnellement, alors on n'a pas une proportion parfaite dans chacun des pays, mais proportionnellement, on a quand même eu pas mal de publications en France par rapport à d'autres pays. L'Espagne est pas mal aussi en termes de publications. Alors après, l'Espagne avait une obligation, comme la France, de publication d'un rapport extra-financier audité depuis un certain nombre d'années. Donc on sent le petit niveau avancé. On a trouvé des bonnes pratiques en Allemagne et dans les pays du nord de l'Europe. Alors, si on regarde un peu le panel, maintenant, on n'a pas trouvé l'entreprise parfaite qui publie le rapport de durabilité de demain. C'est plutôt des bonnes pratiques, des parties, des chapitres qui sont bien dans certains rapports de certaines entreprises. Ce nouveau cadre normatif européen, donc la CSRD, alors on fait depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines de la pédagogie auprès de nos téléspectateurs, mais on va continuer, on va rappeler. Que change-t-il précisément pour vous ? Il va changer, alors... Première chose qui va changer, c'est que le périmètre des entreprises soumises augmente sensiblement. Donc, on a les entreprises qui publiaient déjà un rapport extra-financier, celles de plus de 500 salariés. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va normalement descendre à des entreprises de plus petite taille, notamment sur un seuil 250-500 salariés. Ouais. Donc là, on se rend compte que c'est pas tout à fait et puis ensuite, les mêmes ce sera organisations. Toutes les PME cotées en bourse. Donc, et toutes les PME cotées en bourse passeront après, et encore après, les succursales ou filiales d'entreprises non européennes. Donc, on a quand même une progressivité, mais un nombre d'entreprises. En moyenne, on va passer de 10 000 entreprises à 50 000.
Donc c'est quand même ça un gros changement. Après, structurellement, dans les éléments qui vont évoluer, il y a ce principe de double matérialité. On entend peut-être beaucoup parler, qui est un peu technique, mais en soi qui est assez simple. C'est que jusqu'à présent, on avait tendance à regarder l'impact de l'écosystème, de l'environnement sur les comptes de l'entreprise, sa trésorerie, son chiffre d'affaires. Voilà, on regarde comment elle subit, notamment le changement climatique. Et là, l'Europe rajoute une dimension qui est de dire, mais on va aussi regarder l'impact de l'entreprise sur son écosystème. Elle émet des gaz à effet de serre, elle pollue. Donc, il faut regarder ces deux volets, ce qui va faire élargir finalement intrinsèquement les sujets adressés. Ouais. Le deuxième élément qui change, c'est les normes. Il n'y avait pas de normes sur l'extra-financier jusqu'à présent. Donc là, finalement, on a un peu l'IFRS de l'extra-financier avec les normes de reporting. Et ça ne va pas être simple pour les entreprises de rentrer dans ce cadre-là. Ouais. Parce que jusqu'à présent, elles publiaient un peu ce qu'elles voulaient. Oui, et alors, là, effectivement, les normes sont les mêmes pour toutes. C'est un document de 800 pages, c'est ça? Oui. C'est des normes. Quand je dis ça, j'imagine, quelle horreur. Donc ça donne envie de surtout pas s'y plonger. Est-ce que c'est si compliqué que ça? C'est pas si compliqué parce que justement déjà dans les 800 pages, les entreprises elles vont pas tout traiter puisqu'elles vont faire un entonnoir avec la matérialité, elles vont regarder ce qui les intéresse et ce qui les concerne. Donc déjà il y aura un tri. Et puis dans ces 800 pages, il y a 2/3 d'informations qualitatives attendues et 1/3 de quantitatif. Ce qui fait peur aux entreprises, c'est le reporting à la fin, quand même, de se dire quel indicateur je vais devoir remonter. Bon, quand on regarde à l'arrivée, il y a pas tant que ça d'indicateurs quantitatifs. Après, malgré tout, il y en a des nouveaux, et puis il y a des définitions imposées. Donc ça change quand même la donne. Ouais. Est-ce que c'est un moyen de lutter contre le greenwashing? On va essayer de prendre les effets potentiels de cette nouvelle norme. Très concrètement, alors je ne sais pas si les entreprises font du greenwashing ou pas. Certainement, en ont fait et doivent continuer à en faire. En tout cas, les entreprises ont tendance à valoriser ce qu'elles font, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc dans la DPEF, c'était souvent le cas, valoriser les actions. Là, comme finalement on rentre dans un cadre avec des points de données, avec une information à donner en face, ça va être compliqué d'être dans un rapport communicant. Ça, c'est quand même un gros changement. Ça ne sera pas un rapport RSE où on communique tout ce qui est bien fait au sein de l'entreprise. Il y a une information de données. Il faut y répondre. On l'a pas. Si on l'a pas, on le dit. Donc forcément, les entreprises, elles vont dire où elles en sont. Et là où ça va être très intéressant, je pense, ça va être sur tout ce qui est climatique, plan de transition. Est-ce que finalement les entreprises ont vraiment un plan de transition à court terme, à moyen terme? Là, le texte, il est tellement cadrant que ça va être difficile pour celles qui n'en ont pas de dire qu'elles en ont un. Et alors justement, dans ce baromètre que vous publiez, il y a des plans de transition qui sont déjà proposés par certaines entreprises ou pas tant que ça? Ça commence. Alors pas tant que ça, parce que sur les 250, je pense qu'on a trouvé un peu moins de 10% d'entreprises qui publient un plan de transition au sens de la norme. Il y en a quand même. La norme est très, très contraignante sur le plan de transition. Donc, on commence à en avoir. Donc, c'est quand même plutôt rassurant. Mais on voit que les autres qui disent avoir une trajectoire, aujourd'hui, ne sont pas encore allés au passage du plan de transition. Après, comme c'est très technique, ça demande beaucoup d'informations. On comprend qu'elles n'ont peut-être pas eu le temps de se mettre en conformité. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Et de l'anticiper. Bon, c'est évidemment un moyen de se comparer. C'est aussi un moyen d'évaluer sa progression, puisqu'on parle de plan de transition, donc de trajectoire. C'est peut-être là l'intérêt principal de la CSRD, à mon avis. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, la comparaison, je pense que ça va être utile pour les parties prenantes, les investisseurs, tout un chacun, pour se dire finalement où elles en sont dans un même secteur. Il va falloir comparer dans un même secteur, sinon ça n'aura pas de sens. Mais ce qui est intéressant, et ce qui était déjà intéressant dans la DPEF, mais encore plus là, c'est vraiment cette notion de trajectoire. Les entreprises, elles vont devoir se fixer des objectifs sur tous les sujets matériels pour elles et de voir où elles veulent arriver. On va pouvoir suivre d'année en année où elles en sont, elles ont atteint, pas atteint, etc. Donc c'est très engageant. Et sur les sujets de plan de transition et environnementaux, encore plus, puisqu'on sait que c'est encore plus regardé. Et on va essayer de voir comment les tendances, finalement, les entreprises peuvent s'améliorer sur ces sujets. Merci beaucoup, merci Edwige Ray, et à bientôt sur Bismart for Change. Voilà, rapport RSE de Forvis Mazars en France. On passe tout de suite à notre débat Octobre Rose au programme.